Bonjour, docteur Laurence Kaiser. Bonjour, Senta. Vous êtes gynécologue et romancière, engagée dans la protection des femmes et des enfants. Et depuis quelques années, vous avez eu pas mal de déboires avec l'Ordre des médecins. Alors aujourd'hui, voilà, on a cet entretien parce que vous citez l'Ordre devant le tribunal avec 7 autres collègues ici en Belgique. Et donc, ma question, c'est déjà, voilà, quels sont un peu vos déboires avec l'ordre et depuis quand vous battez-vous contre l'ordre des médecins? Alors, je pense que en fait, ce qui se passe, c'est que ça a commencé dans l'autre sens. C'est l'ordre des médecins qui a commencé à se battre avec moi. Moi, j'avais pas du tout anticipé l'histoire. Quand on a reçu en janvier 2021 un mail pour nous inciter à être les pionniers de la vaccination sous peine de sanctions disciplinaires, j'ai pas du tout eu l'impression qu'ils me parlaient. Et quand ils nous ont interdit de soigner les gens, je ne me suis pas sentie concernée non plus. Donc pour moi, à partir de là, il n'y avait plus d'ordre parce qu'il ne remplissait plus du tout sa fonction, ses fonctions. Et donc je suis simplement restée dans mon rôle de médecin et j'ai soigné. Tant bien que mal au début, hein, parce que je connaissais pas cette maladie. Et quand j'ai eu l'occasion de m'exprimer en public, eh bien, j'ai pas hésité parce que il y avait tellement d'incohérences, tellement de choses qui devenaient dangereuses, hein, parce que ça paraît anodin, mais masquer des enfants, les empêcher de jouer, les terroriser et leur donner des jetons de droit à respirer, c'est gravissime. Et donc, plus soumettre des gens à des injections expérimentales sous contrainte. Je viens, aujourd'hui, ma dernière patiente, 20 ans, 3 doses de Pfizer, parce que son grand frère a été opéré du cœur et qu'elle voulait aller le voir à l'hôpital. Et donc, elle s'est fait vacciner pour aller le voir. Et depuis, elle est restée de juin 2021 à juin 2024 sans aucune règle, avec une prise de sang complètement anormale. Donc, à l'époque, je n'avais pas deviné que ça allait arriver, mais je me doutais bien que des produits expérimentaux pouvaient donner tout et n'importe quoi. Et que c'était en tout cas absolument pas prudent d'injecter ça à des jeunes, y compris à des femmes en âge de procréer, à des enfants, alors qu'à côté de ça, ben, il y avait moyen de soigner si on prenait les gens en charge rapidement. Il y avait tout à fait moyen de soigner. Donc, dès que j'ai pu m'exprimer, eh bien, je l'ai fait. Et visiblement, ça n'a pas plu. Et c'est là que l'ordre des médecins s'est rappelé à mon bon souvenir et que j'ai été convoquée une première fois en mai 2022. Voilà. Et sur ça, là, ensuite, ça s'est enchaîné, hein. J'ai eu 4 convocations en tout. Enfin, 4 passages, parce qu'il y avait un passage en un appel, c'est moi qui ai demandé à être entendue. J'ai été donc 3 fois sur le sujet du Covid et une fois sur le sujet de l'Evras. Et je viens d'ailleurs d'avoir un non-lieu pour ce dernier sujet parce que l'Ordre des médecins s'est déclaré non compétent pour juger du fait que j'ai le droit ou non de m'exprimer à ce propos. Je suis très préoccupée, hein, qu'on propose des médicaments à des enfants en prétendant que c'est anodin et que ça leur permettra de prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils sont. Pour moi, on est. Et ce qu'il faut faire, c'est accepter qui on est. Ça, C'est ça ça, qu'il c'est faut dans le faire. cadre de la transition de genre, alors. Mais ça, c'est dans la transition de genre. Ouais. Et donc, on voit bien que l'Ordre des médecins essaye systématiquement d'attaquer les mêmes médecins. On voit bien aussi David Bouillon, qui a, lui, été suspendu 9 mois, qui ensuite est attaqué pour un soi-disant faux certificat, alors que ce même certificat de constat de coût a été aussi rédigé par un autre médecin dans un autre hôpital, enfin un autre endroit, quelqu'un qui ne connaît pas David Bouillon. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de harcèlement
systématique des mêmes médecins. Et donc, moi, j'en suis maintenant en procédure de cassation, hein. Je n'ai toujours pas la date. J'ai juste, pour le moment, ma sanction qui est en suspens, hein, parce que j'ai pas épuisé tous les recours. Mais il n'y a pas de volonté d'apaisement, pas de volonté d'ouvrir un débat ou un dialogue, pas de remise en question de la part de l'ordre des médecins. Et donc, c'est extrêmement problématique parce qu'on ne peut pas laisser à une structure qui est une structure étatique, puisqu'il y a quand même dans l'ordre des médecins des magistrats nommés par le gouvernement. On ne peut pas laisser à une institution comme ça les clés de la science avec un grand S. Ça n'existe pas d'ailleurs. La science, elle n'est pas figée. La science, c'est l'incertitude, c'est le débat, c'est les erreurs, c'est les expériences, c'est ça, mais des expériences bienveillantes, évidemment, hein. Et donc, ils ont vraiment cette volonté acharnée de nous convaincre qu'il y a une seule vérité. Oui, c'est ça. Mais on voit de plus en plus, là, ces derniers jours, il y a la deuxième, le deuxième volet des dossiers RKI, hein, de l'Institut Robert Koch, qui est vraiment l'institut de référence de pharmacovigilance et de recommandation en Allemagne, mais qui en fait aussi est celui qui sert un petit peu pour l'Agence européenne des médicaments, et où apparaît maintenant très clairement, d'après les documents complets de tous les PV de réunion, cette fois non caviardés, que c'est vraiment des décisions politiques qu'on a prises et pas du tout. Donc voilà, qui savaient très bien que la vaccination pour les enfants n'avait aucun intérêt, voilà, que les non-vaccinés n'étaient pas dangereux, etc. Donc euh, c'est étonnant de voir à quel point en Belgique, il n'y a encore rien du tout de tout ça qui transparaît, dont on parle, c'est complètement fermé. C'est verrouillé, ça bouge pas là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, ce que vous demandez avec l'action, si j'ai bien compris, il y a la reconnaissance en tant que pour avoir un statut de lanceur d'alerte, quelque chose de relativement nouveau, si je dirais, en Belgique, et qui vous permettrait à ce moment-là, ou en même temps, en tout cas, de demander aussi vraiment voilà, l'annulation de toutes les poursuites. Donc, ça date de janvier 2023, je pense, et c'est une loi qui est d'application tout de suite et qui ne demande pas qu'on ait forcément raison, ce qui est intéressant en fait. Parce que si on attend d'avoir les preuves qu'on a raison pour commencer à parler, eh bien, ça va faire beaucoup de morts dans le cas d'une vaccination mondiale. Et donc, déjà que c'est pas triste maintenant. Si on attend d'avoir, par exemple, moi je me suis beaucoup battue pour qu'on ne vaccine pas les femmes enceintes. J'ai même écrit à 850 gynécologues en Belgique. J'ai eu exactement zéro réponse. C'est tout à fait rassurant. Et j'ai écrit aux francophones. J'ai pas pris le temps Et de traduire, mais voilà. aucune collègue qui vous soutient Aucun, dans le aucun, domaine de la personne, gynécologie. personne, rien. Et donc je rappelle quand même, Ah, c'est effrayant. Il y a quand même c'est les on dramatique. constate. Est-ce qu'on ne constate pas une augmentation de certains diagnostics Mais des infertilités, des fausses couches, des Oui, malformations, des morts-nés, des enfants très, en santé très précaire, on n'a que ça. Mais mais quelle est ça la dans les réponse? C'est de les cabinets. vacciner encore plus. Ah, donc c'est Ah le bah oui, Covid. Ils attribuent ça à quoi alors, cette je ne sais augmentation? pas. Ah, Peut-être le changement climatique, oui, d'accord, ok. le stress, la pollution, Oh. on ne sait pas. Ils n'attribuent, mais c'est pas le vaccin. Ça, ils savent. Et Ah, on donc, sait. ça, on sait. Voilà. Et donc, moi, je me suis quand même beaucoup démenée pour ça. Et je rappelle que pour pouvoir donner un médicament, et a fortiori si c'est un produit injectable, à une femme enceinte, il faut 30 ans de recul. Non pas 15, non pas 20, mais 30 ans de recul. Pourquoi 30 ans? Parce qu'il faut le temps d'une génération et qu'il faut arriver à la suivante. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant exposé in utero grandissent, deviennent adultes
et lui-même fasse des enfants et qu'on voit dans quel état sont ses enfants de deuxième génération. Donc, euh, si on doit attendre 30 ans pour se dire qu'en fait, on a foiré, on n'aurait pas dû, et qu'on a finalement eu raison, eh bien, on n'est plus lanceur d'alerte là. On est statisticien, on est croque-mort ou je ne sais pas, mais on n'est plus lanceur d'alerte. Donc, l'idée ici de cette loi, c'est que du moment que la personne est de bonne foi, et elle n'est pas complètement dans un délire, hein, parce que bon, ça peut arriver que quelqu'un ait très très peur et voit finalement des extraterrestres partout, par exemple, ou que sais-je, et se mette à crier sur les bancs publics qu'on est attaqué par les aliens. Voilà, c'est pas un lanceur d'alerte. Mais ici, nous sommes quand même 8 médecins et derrière nous, il y a plus que ça. Mais il y a 8 médecins qui ont décidé de prêter leur nom à cette procédure parce que nous sommes aussi les plus harcelés et peut-être les plus médiatisés, finalement aussi. C'est pas exclu. Et donc, le fait que cette loi permette de réclamer le statut de lanceur d'alerte, derrière l'intention, elle est qu'il faut absolument permettre aux médecins de continuer à s'exprimer, à exprimer leurs doutes, quel que soit le traitement. On ne parle pas ici d'un produit spécifique, on parle de tous. Il y a combien de scandales sanitaires, combien de catastrophes sont déjà arrivées avec des médicaments qu'on a dû retirer alors que eux, ils n'étaient même pas en phase expérimentale. Ils avaient passé tous les tests. Il y a, pour le moment, il y a les opioïdes aux États-Unis, mais il y a eu le Vioxx. Quand ils l'ont commercialisé, ils savaient que ça donnerait des problèmes cardiaques. Ils l'ont quand même commercialisé. Il y a le Mediator avec l'hypertension artérielle pulmonaire. C'était si chouette pour maigrir. Il y a le sang contaminé qui a fait sauter quand même un gouvernement, je pense. On a tout ça et bien plus encore. Et donc, il faut que les médecins puissent continuer à s'exprimer. C'est indispensable. Et c'est vraiment pour ça qu'on porte la cause. Et donc, même si maintenant, il n'y a peut-être pas beaucoup de gynécologues qui vous suivent, enfin, j'espère quand même qu'il va y en avoir à un moment donné, il y a d'autres médecins qui sont avec vous, là, il y en a de plus en plus, ou bien ça reste le même petit noyau, depuis le départ? Eh bien, c'est assez triste parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de médecins qui ont tellement peur qu'ils restent dans leur coin ou qu'ils restent dans leurs doutes et ne viennent pas nous rejoindre. Mais on a quand même un groupe d'une centaine de médecins et tous les jours, on entend, moi j'entends mes patientes me dire, mon médecin traitant, il vous remet le bonjour. Mon médecin traitant, il pense comme vous. Mon médecin traitant, il se pose des questions. Beaucoup les généralistes, je trouve parce que c'est eux qui voient le plus grand panel de pathologies en une fois, hein. Le cardiologue, il a ses 25 places de consultation qui sont pleines de toute façon par jour, donc il ne se rend pas forcément compte que la liste d'attente, elle a quadruplé. Mais le généraliste, lui, il voit de tout et il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il y en a de plus en plus. Mais de là à dire qu'ils ont franchi le cap, qu'ils sont venus nous serrer la main et qu'ils ont rejoint l'équipe, non. Parce que l'Ordre des médecins joue le rôle de la grande faucheuse. C'est vraiment, ils coupent des têtes là pour le moment. Enfin, ils essayent en tout cas de couper des têtes. Ils font peur. Et il y a une espèce de docilité du médecin lambda qui est affligeante parce que je crois c'est lié à tout un tas de raisons qui sont des raisons probablement socio-économiques. On a tous de plus en plus de mal à boucler le budget, on va dire. Donc, on a besoin de notre job. Puis, c'est vrai que ce sont des études qui demandent beaucoup de sacrifices. Donc, on n'est pas prêt à lâcher facilement ce statut-là. Ensuite, il y a l'extrême, euh, le dressage à l'obéissance hein, durant toutes les études qui sont très maltraitantes pour la plupart des assistants en médecine.
Et maintenant, on sélectionne en plus les jeunes médecins sur des sciences dures. Donc, on va avoir des médecins qui font super bien des études de fonction et des intégrales du second degré, mais qui sont plus capables d'écouter un patient et encore moins de l'examiner. Par contre, ils sont prêts à appliquer les protocoles parfaitement à la lettre. Et il y a aussi toute cette corruption qui vient des universités, des académies de médecine et des publications scientifiques elles-mêmes qui sont présentées comme étant très convaincantes, très sérieuses et en fait qui sont complètement caviardées par l'argent. Et les médecins, on leur a appris à croire à ce qui se trouve dans les revues médicales. Du coup, bah, ils n'osent pas dire qu'en fait, peut-être qu'il y a quand même un problème. Donc, finalement, on est un petit comité qui se tient, qui est assez soudé, mais on ne voit pas grossir derrière nous des foules de médecins prêts à renverser l'ordre des médecins et à tout remettre en question. Je Non, vois. ça, on ne voit pas. Vous êtes au front, Oui. là, en première ligne. Alors là, c'est une action en référé. Donc, ça veut dire que normalement, ça doit quand même aller assez vite. Donc, est-ce que vous avez déjà une idée des délais? Comment ça peut se passer? Non, Non. ça, j'avoue que je ne sais pas. On vient d'introduire l'action. Donc, je ne sais pas du tout. Je pense que ça va se débloquer dans les. Il va y avoir quelque chose qui va se passer dans les semaines à venir. On est un petit peu dans les congés judiciaires aussi. Et donc, ce sera, à mon avis, plutôt pour la rentrée. Mais je ne sais pas du tout à quel rythme on peut espérer voir les choses avancer. Je ne sais pas. En tout cas, on va suivre ça attentivement. Quelles seraient les premières choses à faire pour vraiment réformer cet ordre des médecins ou voilà Alors moi, je ne crois pas à la réforme de l'ordre des médecins. Je pense qu'il n'a plus de raison d'être, le mal est tellement profond qu'il faut dissoudre l'ordre des médecins. Il faut repartir sur, à mon avis, une autre forme de structure qui serait beaucoup plus l'équivalent d'une structure vraiment démocratique avec euh, tirage au sort de membres avec la même pondération pour chaque voix, des vrais dialogues, des vrais échanges, y compris avec nos collègues néerlandophones et germanophones, et quelque chose qui ne serait plus du tout dépendant ni des subventions de l'État, ni qui n'accueillerait plus non plus de personnes payées par l'État. Ça devrait presque, ça devrait être du bénévolat. Donc quelque chose qui n'aurait pas une hiérarchie avec des postes plus ou moins planqués et confortables et rémunérés. Voilà, pour moi c'est ça, parce que nous devons être garants de la bonne pratique médicale et du respect des patients, mais du respect aussi des soignants. Et puis, pourquoi ne pas faire comme l'OOPS, comme la structure de l'OOPS, en fait, accueillir d'autres soignants? Pourquoi se limiter aux médecins? C'est pas toujours le médecin qui est le plus proche du patient non plus. Et donc, ce n'est pas toujours lui qui peut prendre la décision comme un despote. Il faut vraiment travailler en équipe, je crois aussi. Donc pour moi, l'ordre des médecins tel qu'il est là aujourd'hui, c'est une structure de contrôle étatique. Dans une société de contrôle, bah, il fait son job, mais on veut plus de cette société de contrôle dans le mauvais sens du terme. On veut une société de protection, une société bienveillante qui va permettre à chacun de s'épanouir à son plein potentiel et de rester en santé. En santé, c'est quoi? C'est la santé physique, mentale et sociétale. Et donc, on en est loin aujourd'hui, hein. On en est vraiment très, très loin. Voilà, après, ça peut paraître complètement utopique,
Je crois qu'on va aller dans un système tellement dur que ça sera, ou bien on se démarque complètement de ces systèmes rigides de contrôle, ou bien on meurt, on perd complètement toute autonomie. Et sans autonomie, il n'y a pas de vie possible pour moi. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'on est toutes les deux du même avis. Et un tout grand merci de mener ce combat. Voilà, donc on va suivre ça avec attention. Et puis voilà, merci pour toutes les femmes, les enfants et tous les citoyens. Voilà, on vous souhaite beaucoup de... Merci de nous donner la parole, c'est important aussi. Merci, Senta. Docteur Frédéric Gorheguer, bonjour. Bonjour, Vous enchanté. êtes, oui, vous êtes médecin et pédopsychiatre humaniste et vous vous engagez en faveur d'une santé globale, responsable et davantage préventive. Et si j'ai bien compris, c'est dans ce cadre que depuis quelques années, vous avez pas mal de déboires avec l'Ordre des médecins. Et aujourd'hui, vous avez cité l'ordre à comparaître au tribunal des référés, donc avec 7 autres collègues belges. Voilà, quelles sont les principales raisons? Voilà, peut-être depuis quand vous battez-vous contre l'ordre des médecins? Et puis, c'est peut-être une bonne question. Jusqu'ici, j'étais plutôt resté discret. Je fais mon travail du mieux que je peux en tant qu'indépendant chez moi. Et je ne suis pas un habitué des plateaux de télé, ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que cette crise de Covid m'a vraiment retourné dans le sens où je voyais les patients dès le départ dans les mesures, déjà les mesures sanitaires, enfin prétendument sanitaires, qui ont été proposées, enfin imposées par le gouvernement, qui étaient bien souvent des mesures anticonstitutionnelles d'ailleurs. Les patients que je voyais souffraient énormément de cela. Euh, D'abord, c'était des mesures qui allaient à l'encontre de la santé, même de la santé mentale, hein. Faire en sorte que des adolescents ne puissent plus sortir, ne puissent plus se voir, etc. Pour quelque chose bon, d'abord, il faut savoir qu'en 2006, l'OMS et le professeur Anderson avaient analysé les épidémies et en avaient conclu dans leurs mesures qu'il ne fallait absolument pas faire de confinement généralisé, de distanciation sociale, etc. Que c'était non seulement inutile, mais contre-productif parce que ça allait affecter la santé de la population. Donc, je ne comprenais pas très bien pourquoi on mettait ces mesures en avant un peu partout dans le monde. D'autant qu'il existait une charte, une proposition, la déclaration de Great Barrington, qui était quand même faite par des personnes des épidémiologistes de valeur, hein, des personnes qui étaient réputées. Il y avait à ce moment-là plus de 60 000 signatures. Actuellement, il y en a plus de 100 000. Donc, euh, et toutes des signatures de spécialistes. Donc, ce n'est pas rien. Cette déclaration a été occultée et on le saura par après. Ce sont les efforts du docteur Fauci qui ont payé pour occulter cette déclaration. Mais cette déclaration insistait sur le fait qu'il fallait peut-être faire une protection ciblée, c'est-à-dire uniquement les personnes à risque et laisser les autres vivre. Et donc, ça a été ma première confrontation par rapport à ce non-sens des mesures, quelque chose qui allait à l'encontre de la santé, finalement. Oui, donc finalement, vous avez pu observer à l'époque, au moment du Covid, des confinements, etc., des mesures, vraiment un impact
je veux dire, dans votre cabinet sur la santé mentale des jeunes. Voilà. Euh, et c'est ça, C'est ça a été un peu le moteur. Bon. Est-ce c'est- qu'aujourd'hui, on a encore vu, oui, est-ce qu'aujourd'hui, on voit encore des répercussions de cela? Alors aujourd'hui, on constate que finalement, ces mesures et enfin, cet épisode critique a laissé des traces traumatiques. Et donc, on a des personnes particulièrement sensibles qui sont dans un état de stress post-traumatique. Et donc, on ne sait pas très bien combien de temps encore on va devoir essuyer les conséquences de ce dysfonctionnement majeur et global de la société. Euh, alors, ça a été une de mes premières interviews auprès de Kairos. Hein, au départ, je pensais faire un article, mais je me suis rendu compte que les articles n'étaient pas lus ou on avait aussi envoyé avec Docs for Open Debate un ensemble de médecins qui ont pratiquement tous d'ailleurs été poursuivis par l'ordre des médecins. Euh, et j'avais co-signé un article qui avait 108 références scientifiques qui expliquait pourquoi, ben, notamment la vaccination n'était peut-être pas, cette vaccination-là en tout cas, n'était peut-être pas la panacée et qu'il fallait faire attention. Euh, donc, cet article-là s'est retrouvé dans les mains de l'Ordre des médecins, proposé par l'Ordre des médecins lui-même, qui, suite à une circulaire du 23 janvier, je pense, 2021, avait poussé tous les médecins à faire la promotion sous peine de sanction. Parce que, disait-il, il fallait atteindre 70% de vaccination pour obtenir l'immunité collective. Alors, ça, bon, je suis médecin moi-même, je trouve que c'est une aberration totale parce que on a un virus qui mute énormément, enfin, il recombine surtout. On a un réservoir animal, on a un vaccin, enfin, si on peut appeler ça un vaccin qui ne protège pas de la transmission. Ça, c'était connu dès le départ. Et d'ailleurs, le MA avait, comment dire, autorisé la mise sur le marché pour une protection individuelle, mais pas contre la transmission. Donc tout ça était notamment, ça aurait dû être connu par l'ordre des médecins, mais malgré ça, ils insistent pour qu'on fasse la promotion sous peine de sanction Et pour en quoi consistaient ces sanctions éventuelles? Alors, ben, en ce qui me concerne, j'ai écopé de 6 mois de suspension. Alors, le docteur Collignon a écopé de 2 ans de suspension. Euh, il a pourtant interpellé l'Ordre des médecins plusieurs fois par des courriers auxquels il n'a jamais eu de réponse, hormis peut-être la réponse suivante, c'est que son questionnement et ses interpellations étaient d'ordre politique et donc ne concernaient pas l'ordre des médecins. Ah, c'est ça, d'accord. Ça n'a pas empêché l'ordre des médecins de statuer sur ces 2 ans de suspension. Et Mm. donc, Et vous avez dû interrompre votre activité alors? mais non, parce qu'on est allé en appel Ah, évidemment, hein. voilà. Et l'appel est suspensif, donc la suspension est suspendue. Mais voilà. Et je n'ai toujours pas reçu d'ailleurs la date pour l'appel. Euh, il semble, selon mon avocat, que c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, c'est qu'ils ne sont pas pressés. Mais enfin, d'emblée, ces gens sont de très mauvaise foi, mais comment pourraient-ils en être autrement? Parce qu'ils sont en même temps juges et parties, quelque part. Ils ont eux-mêmes décrété qu'il fallait faire la promotion pour des raisons fallacieuses, puisque je viens de l'expliquer, il est impossible d'obtenir, d'espérer une immunité collective avec quelque chose qui n'empêche pas la transmission et un virus qui a un réservoir animal. Donc, je ne comprends pas comment l'Ordre des médecins qui insiste tant pour qu'on soit
conforme aux données actuelles de la science, puisse faire l'impasse sur une absurdité pareille, hein. Et donc, quand on a le malheur de dire ça à la population et d'insister sur le fait aussi que, hormis ce vaccin qui, encore une fois, est très, pose vraiment question, parce que c'est quand même une thérapie génique. De l'aveu même de Bourla, c'est quelque chose qui n'a jamais donné de résultat et qui n'a jamais été utilisé en tant que vaccin. On retrouve ces mêmes confirmations dans le livre d'Alexandra Orion-Claude, Les apprentis sorciers. Donc, c'est quelque chose qui représentait sur le plan du principe de précaution, qui devrait normalement être cher à l'ordre des médecins, qui représente la déontologie, c'est quelque chose qui n'aurait même pas dû voir le jour, hein. D'autant que cette mise sur le marché conditionnelle ne pouvait se faire que s'il n'y avait pas d'autres thérapeutiques. Mm. Or, Oui, on oui. savait que les médecins pouvaient traiter. Alors, on a fait un RO sur l'hydroxychloroquine et sur l'ivermectine, mais et c'est tout à fait injuste. Et on l'a vu. Bon, il y a eu le Lancet Gate qui montre que on a fait vraiment tout son possible pour faire des choses qui scientifiquement ne tenaient pas la route afin de décrédibiliser l'hydroxychloroquine. On a fait la même chose avec l'ivermectine. Oui. Euh, Pourtant, elle fonctionne. Mais même sans ça, il y a des médecins qui ont choisi de ne pas utiliser ni l'un ni l'autre, mais qui ont soigné quand même les patients à domicile. Il faut savoir qu'il y avait une note du SSMG qui a préconisé de plutôt soigner par téléphone en disant aux gens, restez chez vous jusqu'à ce que votre situation s'empire et prenez du Dafalgan, ce qui est complètement Oui. à l'opposé des bonnes pratiques médicales, mais ça, encore une fois, l'ordre des médecins n'a absolument rien dit. Et quand on critique toutes ces mesures et le fait qu'on n'a pas soigné les gens, et quand on ose dire qu'il y avait moyen de soigner les gens à domicile, et c'est bien quelque chose que je connais puisque avec comment dire Louis Fouché, on a mis en place Covid Soin en Belgique et en Belgique, je pense que c'est en janvier 2022, on a soigné quasiment 8000 patients par Je, des moyens. je vous interromps une seconde. Alors tout ça, ce sont, on va dire, les griefs un petit peu qu'on retrouve dans la motivation, on va dire, de l'action aujourd'hui. Quel est précisément l'objet de l'action? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous demandez? Parce que c'est une action en référé, donc on va dire un peu en urgence, le tribunal des référés. Parce que Donc, voilà, en attaquant et en sanctionnant les médecins qui ont parlé alors qu'ils étaient, je pense, en mesure de dire que quelque chose d'anormal se passait et de dire de manière tout à fait référencée qu'il y avait d'autres façons d'agir pour le bien de la population. Donc, c'était tout à fait, euh, comment dire, justifié. Eh bien, quand on critique ce genre d'action de la part du gouvernement et des autorités de santé, on est un lanceur d'alerte. Ce sont des caractéristiques qui sont bien définies par la loi. Euh, et, euh, et dans ce cas, on est protégé. Et les gens qui attaquent des lanceurs d'alerte sont passibles même de prison éventuellement, hein. donc, Ça a été mentionné par le... vous demandez en fait une reconnaissance Oui, en fait d'un sort de statut de lanceur d'alerte et en même temps évidemment l'abandon des poursuites ou la protection oui. envers l'ordre. C'est C'est bien non ça. seulement l'abandon des poursuites, mais aussi un dédommagement, puisque il y a quand même une atteinte pour le moins morale, hein, si pas carrément un préjudice au niveau financier, puisque là, on peut lire dans n'importe quelle recherche Google que nous avons été décrédibilisés, discrédités par l'ordre des médecins lui-même. Voilà, ceux qui ne nous connaissent pas
pourrait se méfier de nous, hein. Donc, il y a un préjudice clair. Et on demande réparation pour ce préjudice-là aussi. Et donc ça devrait, est-ce que vous avez une idée de la date prévue? Parce que normalement, le tribunal des référés, c'est assez rapide, enfin c'est le principe. Pour Euh, l'instant, je n'ai pas cette information-là. Aucune information, non. Voilà. Et donc j'imagine que si peut-être, est-ce qu'on peut imaginer si jamais vous l'emportez, on va dire, au tribunal des référés, qui est une résolution, un abandon des poursuites, euh, voilà, des poursuites Le pénales, moins qu'on lesquelles espère, vous faites en appel. c'est que voilà, toutes les poursuites devraient être abandonnées. Et bon, évidemment, si c'est le cas, ça peut faire jurisprudence pour tous les autres médecins qui ont pu subir de telles sanctions. Donc, il n'y a pas que nous dans cette histoire-là, hein, et peut-être même sur un plan plus général, pas seulement en Belgique. Donc, on espère quand même que il y aura cette reconnaissance qui nous paraît inévitable et juste, mais on n'est plus dans un monde où on peut malheureusement dire que tout est juste et voilà. Mais, Oui, compter sur la neutralité du pouvoir judiciaire. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a actuellement, alors j'ai entendu dire que le docteur Collignon avait lancé l'OOPS, une Oui. sorte d'ordre alternatif, Oui. d'ordre des médecins. Est-ce que vous en faites partie? Euh, voilà. En quoi est-ce qu'il faut vraiment, est-ce qu'il y a un intérêt au fond à avoir un ordre des médecins? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a un côté positif, négatif? Comment est-ce qu'on peut le euh, Mais transformer? l'aspect l'UPS n'a pas les soutiens, comment dire, légal et gouvernemental qu'à l'ordre des médecins, mais il a un impact au niveau doctrinaire. Donc, puisque quand des décisions ou des avis sont donnés par l'UPS, ils sont justifiés, ils ont été étudiés, pesés. Donc, je, je pense que à terme, on espère quand même qu'ils auront un poids. Euh, mais c'est aussi sur un plan symbolique une façon de dire que il faut un contre-pouvoir à cet ordre qui est puissant, puisque on le disait tout à l'heure, ils édictent des règlements, et puis ils font le procès et ils mettent la sanction. Donc, quelque part, dans une logique qui démocratique de séparation des pouvoirs, ici, on est dans quelque chose qui a tout pouvoir, qui n'a aucun contre-pouvoir, aucun opposant. Et donc, ils sont toute latitude et on le voit hein, dans leurs décrets. Je ne vais pas ici analyser tout ce qu'ils disent, mais voilà, ils prétendent pour ma part que j'ai outrepassé les limites de la liberté d'expression. Alors, si on tape sur les limites de la liberté d'expression, c'est d'avoir dénigré des personnes, ou ce que je n'ai absolument pas fait, hein, ou avoir eu des propos racistes, ou avoir été, comment dire, avoir fait de la diffamation, mais là, du tout, j'ai rien fait de tout ça. Donc, euh, c'est vraiment, selon eux, leur point de vue subjectif et ils disent que j'ai comme ça sapé la confiance dans les institutions de soins et dans les médecins qui ont suivi les consignes, notamment de l'ordre des médecins. Mais voilà, on peut ne plus faire confiance à des gens qui, malheureusement, ont donné des directives euh, qui n'étaient pas bonnes pour la santé. Il me semble que c'est encore un droit que de pointer euh, que quelque chose ne va pas. Oui. Et tant pis, ou tant mieux si la confiance s'en trouve un petit peu altérée. Une confiance, il me semble que ça se mérite. Et on dit souvent que l'ordre des médecins est en quelque sorte le bras armé de l'industrie pharmaceutique.
notamment en raison des nombreux conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a des moyens d'action, voilà, par exemple aussi juridiques, pour finalement, je veux dire, réduire, amenuiser ce pouvoir qui est abusif finalement de l'industrie à travers l'ordre des médecins? Est-ce qu'il n'y a pas aussi là peut-être des voies de recours juridiques? Mais on espère aussi que quelque part, ce genre de mesures, si la justice agit positivement, va pouvoir suivre, parce que c'est connu depuis bien longtemps. Peter Goetsch qui est le rédacteur en chef d'un journal bien connu et réputé sur le plan scientifique, avait écrit d'ailleurs sur un livre sur cette corruption systémique. Jean-Dominique Michel en parle énormément aussi dans ses vidéos. Il y a effectivement, depuis que Rockefeller a décrété que la médecine ne pouvait se fier que à la chimie pour soigner, et éliminer de fait toutes les autres approches naturopathiques et autres des cursus médicaux, on se rend compte que dès l'université, les médecins sont biberonnés à l'entreprise pharmaceutique qui infiltre tous les milieux, pas seulement au niveau universitaire et au niveau, mais dans les services hospitaliers et dans les études elles-mêmes. Pour faire des études randomisées en double aveugle, il faut se rendre compte qu'avec des grands nombres de patients, ça coûte relativement cher, c'est pas à la portée de n'importe qui. Or, quelqu'un qui voudrait garder son statut de professeur, de chef de service, etc., doit fournir un certain nombre d'études et donc doit passer par le soutien et l'aide des entreprises pharmaceutiques. Et parfois, certaines entreprises pharmaceutiques leur commandent d'ailleurs des études avec des moyens, je vais dire, de changer des données sur un plan mathématique, etc., pour en faire des études qui vont leur être favorables. Et donc, il y a ce système de service rendu qui fait que l'entreprise pharmaceutique génère des conflits d'intérêts à tous les niveaux et forcément au niveau des autorités de santé, puisqu'elles sont représentées par des professeurs qui ont tous dû passer par ce genre de pratique. Donc, clairement, il est pratiquement impossible de penser qu'il n'y a pas une corruption systémique au niveau des hautes autorités de santé. Euh, et donc, alors, évidemment, ce qui devrait peut-être changer les choses, ça serait de vraiment euh, veiller à ce qu'il y ait une indépendance des autorités de santé par rapport aux firmes pharmaceutiques et peut-être que les firmes pharmaceutiques aient un devoir, je vais dire, mais sans contribution, euh, de, de donner ce genre de service sans attendre autre chose. Et peut-être la dernière question, est-ce que vous avez l'impression que votre action a finalement, enfin votre action collective, c'est déjà un petit groupe, hein, 8 personnes, 8 médecins, mais que ça a quand même un impact, je dirais, au niveau de la prise de conscience de vos confrères. Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ça? Bien, je pense que à partir du moment où c'est publié, il y a quand même pas mal de confrères qui n'en pensaient pas moins, mais restaient dans l'ombre parce qu'ils avaient peur. Et je pense que c'est de nature à éveiller chez eux parfois peut-être le courage de se manifester aussi. Euh, je vois ça dans le cas autour de moi. Il y avait, je représentais Réinfo Covid au niveau de la Belgique,
beaucoup de mes confrères qui ne voulaient absolument pas qui faisaient partie de l'infocolique, mais qui ne voulaient absolument pas que leur nom figure où que ce soit, et qui maintenant me disent si tu as besoin qu'on se manifeste, on le fait. Donc, je pense que, et j'ose espérer que si la justice n'est pas juste cette fois-ci, euh, les, euh, les 10 confrères, en tout cas c'est l'écho que j'en ai, risquent de se manifester beaucoup plus bruyamment. Ah bah en tout cas, c'est formidable. Bravo pour tout ce courage. Voilà, j'en ai été témoin à de nombreuses occasions. Et puis voilà, c'est peut-être la preuve justement que ça sert à quelque chose de persévérer. Donc, oui, merci beaucoup. Et puis, ben, on attend avec impatience de voir comment les choses vont se dérouler. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi de m'avoir entendu. Merci. À très bientôt.